conflit. Environnement. Local. Déterminé. Gratuit. Colloque. Médiation scientifique en environnement. Déterminé. L'environnement au cœur du conflit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur le 88.8. Aujourd'hui une émission spéciale étudiante avec les étudiants du Master en médiation scientifique du campus de Saint-Charles. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Oui, Ça merci. va. Très bien. On va commencer cette petite émission par une présentation allant de ma gauche jusqu'à ma droite. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mila Nicolas, j'ai trouvé le master médiation après une licence en océanographie à Lumini à Marseille et je suis originaire des Alpes-Maritimes et merci de nous accueillir aujourd'hui, c'est ma première fois en radio. Salut, moi c'est Ulysse. Je suis aussi dans ce master parce que je suis passionné par la transmission de savoir et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger sur ces thématiques. Bonjour à tous, moi c'est Manon Pellissier. Je suis arrivée dans le master médiation à l'issue d'une licence de physique-chimie. Je me suis rendu compte que j'aimais les sciences, pas pour les faire, mais pour les raconter. Et donc me voici ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Pauline Castin, donc je suis originaire de Bordeaux et je suis en pleine découverte de cette belle ville de Marseille et j'ai choisi la médiation scientifique pour transmettre et surtout un peu égoïstement pour en apprendre tous les jours. Aujourd'hui donc on est là pour un événement spécial, une table ronde autour du colloque que vous avez mis en place avec votre master qui s'appelle Déterminé. Manon, je crois que c'est toi qui vas nous en dire un peu plus sur la mise en place et les dates de cet événement. Oui, bien sûr. Donc notre colloque Déterminé porte sur l'environnement et les conflits surtout environnementaux. Il aura donc lieu le jeudi 9 décembre 2021 sur le campus de Saint-Charles dans un amphithéâtre, l'amphithéâtre Massiani. Il débutera à partir de 9h30. On sera ravis d'accueillir notre public. Ce colloque, il s'inscrit dans une année internationale de l'ONU. Alors, l'ONU, quand elle annonce l'année internationale de la paix et de la confiance, elle mentionne que la paix, c'est non seulement l'absence de conflit, mais qu'elle passe aussi par un processus constructif, dynamique et participatif. Donc, l'intérêt, c'était vraiment de aborder la notion de paix et confiance à la fois dans une démarche de conflit, mais aussi de résolution. Et pourquoi en environnement ? Simplement parce que notre master porte sur la médiation en environnement. L'intérêt, c'était aussi de lier à notre sujet certains objectifs du développement durable. Et nous avons donc construit notre master en se basant sur un processus de réflexion transdisciplinaire, de sorte à mêler à la fois des dimensions environnementales, mais aussi des dimensions sociales et économiques. Est-ce qu'on peut un peu redéfinir le terme de colloque ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole pour expliquer et définir un peu plus singulièrement qu'est-ce qu'un colloque ? Alors ouais, il y a plusieurs définitions de colloques, mais généralement les colloques, c'est des réunions entre chercheurs, entre scientifiques, entre spécialistes d'un domaine, qui vont pouvoir échanger et potentiellement se partager leurs connaissances et faire progresser le domaine qui est concerné par le colloque. Nous, on a décidé d'avoir un colloque plus ouvert, peut-être moins ésotérique, moins rattaché à des spécialistes pour inviter du public extérieur, que ce soit des étudiants et puis d'autres personnes du monde universitaire ou non. Et voilà, donc un colloque, avant tout, c'est une réunion pour discuter d'une thématique et notamment quand même l'approfondir et potentiellement aussi avoir des échanges entre des gens qui ont des points de vue différents sur une question, un domaine, ici les conflits environnementaux. Est-ce qu'on peut définir aussi également du coup le conflit environnemental ? Qu'est-ce que c'est dans sa globalité sans qu'on rentre pour autant dans le sujet du colloque qui est le plus important ? Donc un conflit environnemental, en fait, ça va se traduire par une opposition forte entre différents acteurs. Nous, donc c'est un conflit environnemental, donc ça va être des acteurs qui vont agir au niveau de l'environnement. Ce conflit, il va modifier donc le milieu, l'environnement au sens large. Ça peut être quotidien, saisonnier ou ça peut être très global. Et ces acteurs, ils vont exercer des activités et résider dans la zone de l'échelle du conflit. Donc nous, pour notre colloque, on a décidé de se baser sur une échelle régionale, mais évidemment que les conflits environnementaux peuvent être globaux comme très très locaux. D'où elle vient du coup cette décision de choisir les conflits environnementaux comme sujet pour le colloque ? Est-ce que ça vient de l'administration de votre master ? Est-ce que c'est une impulsion étudiante ? De qui ça part ?
Ça part vraiment de nous, en fait. Quand on a décidé de choisir cette année-là de l'ONU, cette année internationale de l'ONU, de la paix et de la confiance, on a essayé de voir comment on pouvait la rapprocher à notre master, donc, dont la spécialité, c'est la médiation en environnement. Et on a trouvé ça intéressant d'aborder ce sujet. Si vous avez une autre réponse, précision ? La notion de conflit, elle se prête aussi à la médiation puisque, comme le précisait Mila, c'est un échange entre plusieurs acteurs et on a aussi un apport de notions à la fois scientifiques et techniques. Donc on est vraiment dans la médiation scientifique où on va avoir de l'expertise scientifique qui va se confronter à l'usage d'un environnement, d'un milieu par différents acteurs. Donc on fait vraiment le pont en fait entre les usagers d'un milieu souvent sujet à conflit et de l'expertise scientifique. Oui, et c'est surtout que la médiation, là, dans le cadre d'un conflit, c'est vraiment un pan de la médiation scientifique. Et c'est intéressant donc de l'aborder et d'avoir des experts, on détaillera plus tard les intervenants, mais des experts de ce domaine-là. C'est un métier qu'on peut être amené à faire, quoi. Parce qu'on le rappelle, vous êtes tous issus du même master en médiation scientifique. Est-ce que c'est un peu un master j'utilise des termes très généraux, de vulgarisation de la science pour le plus grand nombre ? Alors oui, pour partie, en fait, il y a un peu deux grands axes. Soit on va travailler à vulgariser au grand public des notions scientifiques. Alors ça peut être un peu dans toutes les sciences, hein. On a aussi bien des sciences sociales que des sciences naturelles. Et puis, il y a aussi un deuxième pan qui va être, comme le disait Pauline, d'être au cœur de conflits entre des acteurs qui peuvent être des acteurs professionnels, donc des politiques, des entreprises qui vont vouloir aménager un milieu, et à ce moment-là, apporter une fluidification dans l'échange entre ces acteurs, et aussi apporter de l'information scientifique, ramener la réalité environnementale du terrain, et pouvoir se baser sur des points scientifiques pour régler le conflit. C'est pas le premier colloque que votre master organise d'ailleurs. Il me semble que tous les ans, vous avez un colloque qui est mis en place par les étudiants de M2, si je ne me trompe pas. Oui. Et vous êtes étudiants tous en M2 du coup ? Effectivement, la démarche, elle est initiée par l'équipe pédagogique de notre master qui nous demande, dès la moitié de notre année de M1, de commencer à préparer un colloque qui s'inscrira dans une année internationale de l'ONU pour du coup l'année suivante de M2. Donc oui, effectivement, depuis la création de notre master, chaque année, un colloque organisé par les étudiants en médiation scientifique a lieu sur le campus de Saint-Charles sur tout un tas de sujets qui se rattachent généralement aussi à l'environnement, puisque c'est la mention de notre master. Pauline, tu vas nous parler un peu des chercheurs qui seront présents durant ce colloque. Ils sont au nombre de 4, il me semble bien. Oui. Tu vas nous en dire un peu plus. Chercheurs et pas que, d'ailleurs, on verra. Mais du coup, le matin, nous avons Jacques Daligo, qui est un chercheur, pour le coup, en géographie. Et lui, il étudie l'influence de l'urbanisation sur les territoires ruraux. Et il nous propose donc de fournir le cadre juridique et réglementaire autour de la naissance des conflits environnementaux. Ce serait intéressant pour poser les bases de la grande définition d'un conflit environnemental lors de la matinée du colloque. Chaque intervenant, du coup, va apporter un cadre, que ça soit légal, scientifique, politique, pour vous aider à déconstruire les conflits environnementaux. C'est ça. Le premier axe, on l'a pas évoqué, mais c'est vraiment poser le cadre, poser les bases de ce qu'est un conflit environnemental ou de ce que peut être un conflit environnemental. Donc on va rester dans des généralités. Le but, c'est d'avoir un schéma du conflit environnemental, parce que on est comme ça, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc c'est bien de partir sur les bonnes bases. Et son intervention aura le titre de Projet et environnement du Conseil municipal au Conseil d'État, vices et vertus du processus décisionnel. Donc là, ce sera vraiment l'aspect plus juridique. Il sera suivi par Cécilia Claes, qui est une sociologue de l'environnement et maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille. Et elle va nous proposer d'étudier ces conflits avec nous. Son intervention se nomme « Du conflit à la concertation environnementale et réciproquement ». Ensuite, on aura une petite pause. Et l'après-midi, ce sera sous une forme de table ronde
Les intervenants vont quand même se présenter et présenter le sujet qu'ils souhaitent aborder pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, ils rejoindront la table ronde avec les 2 intervenants du matin également pour échanger, répondre à des questions qu'on aura préalablement sélectionnées et échanger entre eux et surtout avec le public. Même si le matin, il y a, après vraiment l'aspect conférence, des échanges, des questions possibles avec le public. Là, c'est censé faciliter et être un peu plus ouvert avec 2 animateurs étudiants qui seront là pour animer la table ronde. Donc, nous aurons en premier Gaëlle Blois, qui est du coup la médiatrice en environnement et qui a sa propre agence qui s'appelle GENOP, une agence de médiation environnement et territoire. Et donc, son intervention se nomme « Transformer le dialogue pour anticiper et gérer le conflit ». Parce que donc, l'après-midi, c'est vraiment l'aspect perspective de résolution des conflits. Donc, après avoir dressé le portrait, si on peut dire, d'un conflit environnemental, c'est comment on peut le résoudre, mais surtout l'anticiper pour éviter d'arriver au conflit. Et elle sera aussi accompagnée donc, de Thierry Tatoni, qui est professeur à l'Université d'Aix-Marseille et il a une équipe en écologie du paysage et biologie de la conservation. Et le titre de son intervention sera « La complexité de la transition écologique au cœur du conflit ». Donc lui, plus en tant qu'écologue, plus scientifique pur. C'était important du coup pour vous à chaque fois d'avoir un professionnel pour un peu débunker, excusez-moi j'utilise un terme anglais, mais pour débunker toutes ces problématiques environnementales où vous auriez pu le faire vous-même entre étudiants. Est-ce que c'est une nécessité d'avoir des experts à chaque fois pour un colloque pour débunker le problème ? Déjà, d'une part, le principe du colloque, c'est de rassembler des experts autour d'un sujet. On a essayé du coup de rassembler des experts sur le conflit environnemental et dans la démarche qu'on a pu avoir tous ensemble sur la sélection, en tout cas qui on allait contacter comme intervenant, on a essayé de transposer la réflexion que nous on avait eue, à savoir d'où on part quand on parle d'un conflit environnemental. Effectivement, avant qu'il y ait conflit, il n'y a pas conflit, donc comment celui-ci se construit et arrive sur le tas. Et ensuite, comment il s'agence entre les différents acteurs et comment on peut tendre vers une résolution. Donc effectivement, la notion de débunker par des experts, c'est un petit peu la façon dont on a pu aborder le choix des intervenants, puisqu'on a essayé de retransposer par leur intervention la réflexion que nous, on avait eue autour du conflit environnemental. On n'aurait absolument pas pu nous faire un colloque puisqu'on ne se positionne absolument pas comme expert. Enfin, le médiateur n'est pas expert, encore moins dans un... Enfin, il n'est pas tout court, mais dans un cadre de médiation de conflits en environnement, il est juste là pour faciliter les échanges entre les différents acteurs du conflit et experts extérieurs. Je pense notamment s'il y a des experts scientifiques pour faire des analyses biologiques, des analyses de terrain, etc. Mais il est vraiment là pour faciliter, c'est vraiment médiateur. Enfin, pour moi, là, le rôle du médiateur dans ce cadre-là, c'est vraiment médiateur social. Enfin, il se rapproche de la médiation sociale qu'on peut plus connaître, de faciliter les échanges entre plusieurs acteurs. Donc, à aucun moment, c'est nous qui pouvons animer ce genre... vraiment construire la réflexion autour de ce problème-là. Et aussi, on a choisi à la fois des experts, par exemple en début de colloque, plutôt un expert juridique, si je peux appeler ça comme ça, qui va poser le cadre juridique du conflit et comment celui-ci se construit. Mais on fait aussi intervenir dans la deuxième partie une médiatrice en environnement. Donc pour le coup, elle n'est pas experte sur un pan précis du conflit environnemental, à savoir par exemple l'écologie, le cadre juridique ou d'autres disciplines qui pourraient intervenir dans le conflit. Mais réellement, elle est là en tant que médiatrice pour montrer aussi le rôle qu'elle peut jouer, qui n'est pas le rôle d'un expert, mais bien, comme le disait Pauline, le rôle de facilitatrice entre les différents acteurs qui vont être impliqués dans le conflit.
Comment on les trouve ces experts? Par où on passe? Par qui on passe? Est-ce qu'on les contacte directement? Est-ce que vos professeurs vous ont donné des personnes qu'il fallait absolument faire venir sur l'événement? Alors oui, bien sûr, on a un petit réseau grâce à nos enseignants qui sont dans le milieu de l'écologie depuis déjà quelques années. Il y a une des personnes qui intervient, Gaëlle Leblois, dont on a parlé, qui est carrément enseignante dans notre master aussi. Donc on a pu aussi avoir un avant-goût de sa pratique professionnelle, de comment elle, donc son intervention, c'est transformer le dialogue pour anticiper et gérer le conflit. Et elle a déjà pas mal évoqué ça en classe. Et nous, ça nous semblait essentiel en tant que futur médiateur scientifique qu'elle puisse aussi s'exprimer sur ces questions. Mais oui, de façon générale, soit on connaît déjà les personnes, soit on va se renseigner sur Internet. On sait que en fait, toute la structure de la recherche, elle est organisée autour de laboratoires. Et tous ces laboratoires, généralement, ont des sites Internet avec les mails et puis la spécialité de chaque chercheur. Et alors à ce moment-là, on envoie un mail et on dit est-ce que vous aimeriez participer? On donne le cadre général de l'intervention et puis ensuite on voit quelle réponse on a positive. Oui, pour le coup, Gaëlle, on l'avait contactée avant de savoir qu'elle était... Enfin, personnellement, c'est moi qui l'ai contactée parce que j'étais l'une des responsables des intervenants. Avant de savoir qu'elle intervenait dans le master. Et c'est pas... Oui, ils ont un réseau et ils ont répondu à nos questions quand on leur a soumis des noms de chercheurs ou autres. Mais ils nous ont pas donné une liste de personnes. Et ça s'est fait au fur et à mesure de discussions entre nous. Déjà, savoir quel type d'experts on est en sociologie, en histoire, en géographie, en biologie, en médiation. Ça s'est fait entre nous et on a soumis ces listes aux enseignants encadrants du colloque. Mais ça s'est fait vraiment par nous et, comme l'a dit Ulysse, par recherche personnelle et contact direct, ni plus ni moins. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est à la fois... nous, on a une idée de la façon dont on veut construire le colloque, mais on est aussi un petit peu dépendant de ce que peuvent nous proposer les intervenants quand on les contacte. C'est-à-dire que on pose le cadre général de notre colloque, mais on ne définit pas la façon dont ils vont s'exprimer dans le colloque à propos de notre sujet et la façon dont ils vont l'aborder. Donc ce qui est aussi un petit peu difficile, c'est d'arriver à ce que chaque personne qu'on a contactée voit l'intérêt qu'on lui portait et qu'il arrive aussi à nous décrire la façon dont il s'imaginait s'insérer dans le colloque autour de la question du conflit environnemental et aussi comment il pouvait s'articuler avec les autres intervenants. Donc c'est un petit peu un jeu entre ce que nous, on attend dans la construction de notre colloque, mais aussi ce que les intervenants peuvent nous proposer. Et c'est vraiment une question de co-construction où on n'a pas le programme définitif dès le début et on ne peut pas imposer à l'intervenant on vous contacte pour que vous parliez de ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des experts, des chercheurs qui ont des domaines d'études bien précis et c'est à eux aussi de nous orienter sur la façon dont ils pourraient intervenir. Et notre objectif tout au long du colloque, c'était vraiment d'avoir une approche pluridisciplinaire. Et donc, ça a beaucoup influencé notre recherche d'experts parce qu'on voulait vraiment un aspect sciences naturelles, mais aussi sciences sociales. Et donc, par exemple, l'aspect juridique avec Jacques Daligo le matin. Et toutes ces dimensions environnementales, elles nous ont accompagnés tout au long de notre construction de problématiques et de recherche des intervenants. Et comme tu le disais, Manon, on a pu modifier aussi la progression du colloque entre nos questions personnelles. Donc, par exemple, quelles sont les relations entre les activités humaines et la société, les enjeux sur l'environnement que ça peut avoir, qui étaient vraiment à la base de notre réflexion sur le colloque, et donc évoluer ainsi et construire ce qu'on va vous présenter jeudi. Votre colloque, c'est un peu un colloque 2.0, puisque vous ne fermez pas l'entrée de ce colloque seulement aux experts et aux chercheurs. Vous ouvrez un peu votre palette de cibles en ouvrant au public le colloque. Pourquoi avoir décidé ça et sortir un peu de cette institutionnalisation du colloque? Alors déjà, on a ouvert vraiment au public, au grand public. Notre public auquel on s'attend, ça va être principalement quand même un public académique, des étudiants notamment de la faculté des sciences, parce que c'est là où va se passer notre colloque au campus de Saint-Charles. Nos intervenants, par contre, comme c'est un colloque, seront uniquement des experts des universitaires. Mais oui, on se détache un petit peu de la définition du colloque scientifique, dans lequel c'est vraiment une discussion entre experts
par exemple sur invitation uniquement, alors que nous, là, on a même élargi le public à un public, par exemple, lycéen, alors que normalement, dans un colloque, c'est vraiment uniquement entre experts. Est-ce que pour le sujet que vous traitez, c'est pas aussi important d'inclure le plus grand nombre, parce que c'est très important, la résolution des conflits environnementaux, c'est quelque chose qui nous touche tous, c'est quelque chose qui fait la terre de demain. Donc est-ce que c'est un choix aussi par rapport à ça ? Oui, complètement. Et même plus généralement, toutes les questions environnementales aujourd'hui, écologiques, il est essentiel de pouvoir en parler, de pouvoir expliquer quels sont les phénomènes en jeu et surtout en quoi ça concerne absolument tout le monde parce que on est tous un peu dépendants de cet environnement, de cette écologie. Ça fait déjà quelques années qu'il y a régulièrement d'ailleurs sur les universités des conférences de la part de personnes qui sont spécialistes. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait des mobilisations à la Fac Saint-Charles et déjà on avait organisé en plein air un échange avec un écologue qui nous parlait de ces enjeux-là. Donc à la fac, ça se fait quand même pas mal d'avoir régulièrement des conférences sur des questions, des ateliers, notamment animés par le monde associatif. Et on a un petit peu voulu s'inclure dans cette tradition-là. Hein. On a tout simplement un amphi qui est réservé pour la journée. Et dans cet amphi, on peut inviter finalement qui on veut. Et pour nous, c'était très important de permettre à tout le monde de pouvoir assister. Donc ça va être sur inscription, mais complètement ouvert à toute personne de tout âge. Et pour aller plus loin, on a aussi décidé de diffuser notre colloque du coup en ligne. C'est à la fois une prouesse technique, c'est intéressant en termes d'expérience de mettre en place ce type de colloque de façon dématérialisée. Ulysse, est-ce que tu veux un petit peu plus détailler ? Oui, complètement. Et puis ça permet aussi de laisser une trace. Alors sur Internet, on l'a vu depuis ces dernières années, il y a de plus en plus de vulgarisation scientifique. Il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de science. Il y a de plus en plus d'émissions sur ces questions-là. Et en fait, c'est un média qui permet de s'adresser aux jeunes, où les gens peuvent... Quand ils ont envie, quand ils sont disposés à aller s'intéresser à un sujet ou un autre, vont pouvoir aller piocher des informations et c'est une ressource absolument incroyable. Et notre colloque sera aussi disponible en ligne pour ça parce que ça permet une accessibilité très très élargie sur des publics très larges. On peut regarder quand on veut, où on veut. Et donc c'est ce que permet Internet et c'est aujourd'hui peut-être aussi un des futurs de la médiation scientifique, ces outils numériques qui sont absolument formidables et qui nous permettent de faire, de passer du savoir dans des conditions exceptionnelles. Et je pense aussi qu'on peut préciser que l'idée de base de pourquoi on diffuse notre colloque en ligne, il est clairement lié à la crise sanitaire. C'est-à-dire que l'année dernière, les étudiants ont été confrontés à un confinement en plein milieu de leur colloque et la seule solution qu'ils avaient pour proposer leur réalisation au public, c'était de le diffuser en ligne. Et on s'est clairement basé là-dessus quand on a commencé à construire le colloque, déjà parce qu'on ne connaissait pas les conditions sanitaires auxquelles on allait être confronté le jour J. Et finalement, on va pouvoir réaliser notre colloque en présentiel, mais on a quand même gardé cette idée du coup de distanciel. Mais la notion de diffusion de ce type d'information en ligne, elle est aussi clairement issue de la période qu'on vient de traverser liée au Covid. Période dans laquelle on se retrouve encore un petit peu aujourd'hui parce qu'on a quand même un amphi qui est réduit en nombre de places. On ne peut pas mettre toutes les personnes les unes à côté des autres. Et donc, on va avoir une interactivité qui se fera aussi via le live sur YouTube où les gens pourront potentiellement poser des questions. Et à ce moment-là, il y aura une retranscription de la part des personnes qui seront sur place qui pourront directement poser les questions aux intervenants. Et ça nous paraît essentiel que dans ce moment-là, les gens puissent directement s'adresser aux scientifiques, aux chercheurs. Et c'est d'autant plus important dans la partie de l'après-midi avec la table ronde, où le principe de la table ronde, c'est un échange entre les chercheurs, les experts, et le public qui va y assister. Et donc le fait d'avoir ce modèle hybride avec le distanciel, ça va nous permettre vraiment de toucher un très large public qui ne pourrait pas se déplacer. Et dans le principe du colloque, c'est aussi rapprocher des collègues géographiquement qui seraient éloignés en temps normal. Donc vraiment pouvoir répondre aux questions et permettre cette diffusion de savoir par ce modèle hybride, c'est hyper important pour nous et c'est vraiment un point clé depuis le début de l'organisation de ce colloque, on était tous d'accord là-dessus. D'un point de vue organisationnel, vous aviez tous un rôle, j'imagine que vous êtes une équipe, je ne sais pas au nombre de combien exactement vous étiez ? On était 12 au départ, on a commencé du coup l'année dernière, on n'était que 12 et il y a 2 autres étudiants qui nous ont rejoints là pour le M2.
Et on s'est répartis par équipe de 2, 3, 4 les différents rôles. Comment on fait? On fait par affinité, on fait par sujet, on fait par envie? Un mix de tout ça, je pense. Toutes les tâches et tous les rôles ont été écrits noir sur blanc et décidés entre tous, en se servant aussi des expériences des années précédentes. Et on s'est inscrit tout simplement sur une liste. Enfin, entre nous, on s'est organisé. On est un peu les rois des listes et des Oui, c'est aussi qu'on a eu des cours comme ça dans notre cursus de médiation de gestion de projet. En fait, on apprend qu'un projet, on ne peut pas tous le réaliser ensemble simultanément. En fait, il faut le découper en petites parties. Et puis, il va falloir aussi attribuer à chaque petite partie une petite équipe qui va être un peu spécialiste. Alors, on a des spécialistes dans la communication, on a des spécialistes sur le site web. Parlons-en justement un peu de tous ces spécialistes autour de la table. Donc, Pauline, Manon, Ulysse, Mila, vous aviez tous des rôles différents. C'était quoi ces rôles? Alors, si je commence, donc j'étais à l'équipe du mailing en premier lieu, donc communiquer, inviter les gens à ce colloque. Ensuite, j'étais attribuée au programme, donc l'élaboration de la fiche du programme et des décisions, des temps d'intervention, des temps de pause. Et ensuite l'organisation de la table ronde l'après-midi. Et enfin, donc pour ce même moment de table ronde, je serai animatrice principale, donc pour faire le lien entre les chercheurs, les experts qui seront autour de cette table et le public. Yes. Ouais, pour ma part, je serais beaucoup axé sur la technique, la retranscription en direct. On a une équipe de 4 quand même parce qu'on a plusieurs caméras, on a des flux vidéo à gérer, du son à gérer. Donc on a envie de faire ça proprement, essayer de faire même comme une petite émission en fait, que ça soit vraiment propre au niveau qualité. Et puis je me suis aussi occupé du site web avec l'équipe site web. Aujourd'hui, la communication numérique, ça devient absolument essentiel quand on veut faire venir du monde, quand on veut parler d'un événement et surtout si on a envie d'avoir un petit peu de monde sur notre live sur Internet, il faut qu'on en parle. Avec ta partie, il y a eu une envie vraiment de laisser une empreinte de ce colloque dans le temps, sur le long terme, pour faire une rétrospective un peu de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer? Complètement. En fait, les autres colloques précédents n'ont pas été filmés, donc on n'en a pas vraiment de traces. Et moi, ça me semblait super qu'on puisse aujourd'hui garder une trace de toute cette journée. Donc on va filmer l'intégralité de la journée, du matin au soir, et la retranscrire en direct. Et c'est une prouesse qu'on peut faire aujourd'hui avec des moyens extrêmement réduits, mais il y a quelques années, c'était inenvisageable, quoi. Donc aujourd'hui, avec des ordi plus puissants, avec des caméras qui sont de moins en moins chères, on a cette possibilité de partager et on en profite. Ouais. Manon, toi aussi, tu étais à la technique, il me semble? Alors oui, moi j'ai fait team avec Ulysse essentiellement sur du coup la conception du site web entièrement dédié au colloque. Donc il faut savoir qu'on a déjà un site web dédié à notre master et donc nous on a créé une annexe de ce site web pour notre colloque. Et j'étais aussi du coup sur la gestion de la communication à la radio. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui autour de cette table. Et si je peux rajouter un élément sur comment on a choisi nos rôles, moi pour ma part c'était vraiment aussi une question, bon certes d'affinité, mais aussi une question de l'expérience que j'allais pouvoir acquérir dans cette organisation. J'ai pas beaucoup d'expérience dans la conception de sites web, dans le webmastering plus généralement, ni même d'expérience dans la radio, et je trouvais que professionnellement parlant, enfin en tout cas pour mon parcours personnel, ça allait m'apporter un plus. Et également le jour J, je serai du coup présentatrice du colloque, donc je m'occuperai de faire les introductions, la conclusion, etc. Et voilà, j'ai aussi choisi ce rôle parce que je suis à l'aise face au public et voilà, c'est... Le colloque, du coup, c'est pas simplement une initiative étudiante, c'est aussi quelque chose qui vous plonge dans une vision professionnelle des choses et qui développe vos compétences sur beaucoup de points, ce que tu viens de dire. Exactement, et à la fois individuellement et en collectif, c'est-à-dire que là, collectivement, on a tous, par exemple, réinvesti, comme le précisait Ulysse, des choses qu'on a apprises au cours de notre première année de master, à savoir la gestion de projet, par exemple, organiser un rétro-planning, se répartir les tâches, gérer une communication en interne, ce qui n'est pas toujours facile entre nous, comprendre que on a des responsabilités, telle équipe doit faire son travail dans les temps pour pouvoir permettre à l'équipe qui suit d'avancer aussi. Donc collectivement, c'est très enrichissant, mais je pense qu'on y apprend aussi tous individuellement. On acquiert de l'expérience d'une façon ou d'une autre. Manon ? Pardon, excuse-moi. Pauline. Oui, j'allais rebondir sur ça. C'est vraiment un entraînement pour
développer des compétences, soit on a choisi aussi sur différentes compétences qu'on avait peut-être déjà, je pense surtout à Ulysse sur l'aspect technique. Voilà, tu as apporté, on serait peut-être pas parti sur un multicam si on n'avait pas un Ulysse dans la classe qui avait déjà du matériel de 1 et l'habitude de l'utiliser. Moi, je m'occupais de la partie intervenant, donc on était 4, parce qu'on était parti sur choisir 4 intervenants pour toute la journée. Et donc, c'est les contacter, donc les trouver, comme on a dit au début de l'émission, c'était quand même collectif, mais entre les refus, l'absence de réponse, ça a été aussi essayer de garder ce panel de différentes disciplines, mais en réorientant nos choix d'intervenants. Et donc, c'est les accompagner de A à Z, s'assurer que leur intervention rentre bien dans les clous. Donc là, pour moi, je me heurte vraiment à l'expérience de contacter et communiquer avec des experts qui sont experts dans leur domaine. Et voilà, c'est savoir jouer sur ça. Sur nous, on les oriente un minimum, parce que vous intervenez dans tel cadre, dans tel axe du colloque, mais on ne va pas leur dire quoi dire. Et du coup, voilà, c'est pas forcément très évident, et de gérer le planning et d'avoir toutes leurs informations en amont, car clairement, tout est dépendant des intervenants, que ce soit pour construire le programme, l'affiche, toute la communication, c'est dépendant des intervenants et de leur activité. Tout à l'heure, Manon nous parlait aussi de l'interdépendance des intervenants. J'imagine que tu as beaucoup travaillé avec les 3 autres personnes qui étaient à la recherche des chercheurs pour construire cette logique, pour passer d'un chercheur à l'autre. Comment ça s'est fait ? Est-ce que vous avez d'abord dit on va prendre ce chercheur-là et ensuite vous avez cherché en fonction, ou est-ce que c'est parti du postulat on cherche tous un chercheur et après on cherche la manière la plus adéquate de les mettre en commun ? C'est parti de la liste d'intervenants. Je précise que c'est pas que des chercheurs. Oui, pardon, excuse-moi, je dis chercheurs, mais c'est effectivement des intervenants ou des médiateurs, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. La liste de potentiels intervenants qu'on avait établie avec l'ensemble de la classe. Et là, on avait réparti dans quel axe, donc matin ou après-midi, on les voyait. Et par rapport à ça, on s'est réparti tout simplement, chacun des 4 de l'équipe, on contacte un tel, et on tenait un tableau à jour et on communiquait entre nous. Et on veillait à ne pas avoir 4 sociologues ou 4 historiens ou 4 biologistes. Bien évidemment, ça a été de la communication. Et en fonction des retours qu'on avait des intervenants, on a réadapter ça. Mais il n'y a pas eu de stratégie particulière à part faire en sorte d'avoir une hétérogénéité dans les intervenants. Et du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais est-ce que ça vous est arrivé que l'intervenant vous dise qui d'autre va intervenir ? Ah oui, un tel, je le connais et mathématiques, elle n'est pas compatible avec la sienne. Ou alors, effectivement, si un tel intervient, ce serait intelligent que je passe dans ce sens ou dans l'autre vis-à-vis de ce que lui pourrait raconter. Oui, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour le matin. Où, alors, je ne pense pas qu'ils se connaissaient, mais c'était par rapport à la thématique où nous, on avait pensé à faire intervenir l'un en premier puis l'autre, et tout simplement ça a été inversé par retour d'un des intervenants. Et je voulais le dire ça, tout à l'heure, et j'avais oublié, c'était une co-construction en fait pas de la thématique, mais des axes et vraiment des thèmes abordés, des sujets abordés pendant le colloque, une co-construction avec les intervenants, parce qu'ils nous ont fait leur retour. Nous, on leur a proposé, on vous voit dans tel axe pour aborder tel sujet au vu de votre CV, tout simplement, et de votre domaine d'expertise. Et au final, ils nous ont dit « Ok, moi, je préfère parler de ça, je préfère aborder tel sujet », et ça s'est co-construit comme ça. On a vu donc dans cette première partie d'émission la construction de votre colloque à vous, et on va voir dans une seconde partie d'émission l'importance et l'utilité des colloques dans un terme beaucoup plus général. On va se quitter sur une petite pause et on va revenir sur cette deuxième partie d'émission dans quelques instants. As I hovered in the background, wishing I could just disappear without a trace, I heard an unexpected sound. It was coming from beneath my chest, and so I pried it open, and there I saw there was a planet where my heart should be.
should have seen it. Plants and sands and seas. Someone there was calling out to me. I'm out here doing the best I can, like you told me to, like you want me to. But I'm lonely and I need a friend. Look at all this waste, I saved you a place. You keep saying you will understand. When you're older now, I guess you're old enough. If you don't wake up, this won't mean a thing. But what a pleasant dream this whole life has been. As I made my way around the room, drifting out to any open mouth that would allow me, felt I should be going soon. There was nothing much to talk about, yeah, everyone was shouting, so I ate the food. And I drank the drinks, but all the while I felt for something whirring inside my chest. I took it out and there it span about. I'm out here doing the best I can, like you told me to, like you want me to. But I'm lonely and I need a friend. Look at all this waste, I saved you a place. Maybe someday you will understand. When you're older now, I guess you're old enough. If you don't wake up, this won't mean a thing. But what a pleasant dream this whole life has been. I've been here just trying to do my best. Isn't that what you told me I should do? But I cannot do this by myself. You like it lonely, like you only own. Everyone you know is here, I guess. All your friends arrived, I saved you a spot. It is getting dark inside this chest. What a pleasant life this whole dream was. De retour sur les ondes du 88.8 avec les étudiants du master en médiation scientifique du campus Saint-Charles. Pour cette deuxième partie d'émission, quelque chose de plus expérimental. On va parler de l'utilisation des colloques d'un point de vue étudiant et en général pour développer un thème et l'expliquer. Mes chers étudiants, qu'est-ce que vous pensez, vous, des colloques ? Eh ben, un colloque, c'est avant tout un moment d'échange et de partage sur des questions scientifiques. Et en fait, c'est un outil parmi plein d'autres pour parler à un public. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler de science aux gens. Alors non pas parce qu'on a une adoration absolue pour les sciences, mais c'est parce que les sciences sont utiles dans plein de cas. On l'a vu avec la crise du Covid, il y a eu beaucoup de fausses informations scientifiques, il y a eu aussi beaucoup de prétentions à parler de science comme une vérité absolue, alors que en fait la science, il faut aussi savoir en parler en la relativisant, en montrant ses limites, en disant que parfois elle n'arrive pas à s'exprimer sur telle ou telle thématique, elle n'est pas encore complètement arrivée à maturation sur certains sujets. Donc pour nous, un colloque, c'est ça, c'est un moment d'échange où on va parler de science et on va en parler pour servir une cause. Ici, c'est les questions environnementales qui sont d'actualité et qui sont essentielles aujourd'hui, mais ça peut être sur plein d'autres sujets. Oui, pour compléter ça permet aussi de replacer les sciences dans la société et que les personnes tout un chacun prennent conscience de ça, que les sciences ne peuvent pas progresser sans que la société y mette son grain de sel, même sans le savoir. Donc là, comme on l'a dit dans la première partie, les colloques à la base, c'était pas forcément ouvert au grand public.
il faut qu'il y ait de plus en plus de ce genre d'événements ouverts à tous, même si c'est pas sous le format vraiment de colloque, une journée complète, 2 journées, 3 journées. Je pense à des formats un peu hybrides où on trouve des mini-conférences plutôt, la fête de la science, la nuit des chercheurs, ce genre d'événements, où là, clairement, c'est à destination du grand public. Et c'est vraiment, c'est essentiel. Il ne peut pas y avoir une bonne construction des sciences sans que l'ensemble de la société prenne part. C'est Oui, parce que indissociable. dans votre colloque, on retrouverait vraiment cette question d'inclusivité de tous. Et puis, comme on l'a dit aussi dans la première partie, le problème environnemental, il ne concerne pas que les chercheurs et pas que les médiateurs et pas que toutes les personnes qui travaillent dans le monde scientifique, mais il concerne la Terre entière. Donc, c'est important pour vous d'inclure le plus de monde possible, quoi. Exactement, et c'est aussi les fondements de la médiation scientifique et de notre cursus. Donc on s'occupe vraiment, on s'attache vraiment à faire ce pont entre les sciences et la société. Pourquoi le colloque du coup pour ça? Est-ce que vous auriez pu faire un webinaire, quelque chose qui n'aurait pas nécessité de boucler un amphi Pourquoi s'attacher à quelque chose de si institutionnel, mais de le faire à votre sauce? Alors c'est un des exercices qu'on fait durant tout notre cursus. En fait, on a été aussi amené à intervenir dans des classes auprès d'élèves. On a aussi parlé à la radio ici même. C'est un des exercices auxquels on s'est prêté. En fait, tout notre cursus se construit sur une succession de moyens qu'on va avoir pour parler de sciences. Et ce moyen du colloque, il est particulier parce que il nécessite quand même beaucoup d'organisation. On en parlait tout à l'heure, qu'on se synchronise tous, qu'on arrive à contacter des chercheurs. C'est aussi un très très gros travail. Et il était extrêmement intéressant à mener parce que cette construction, elle nous a apporté à chacun beaucoup de choses. Les rôles étaient hyper importants, tous les colloques nécessitent des rôles. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour vous de vous professionnaliser, de vous dire bon, il faut vraiment que je fasse ça? Est-ce que ça vous a pas pris du temps sur votre vie personnelle? Est-ce qu'on se fait pas bouffer aussi par un colloque à quelque part, vous en tant qu'étudiant, sachant que vous avez vos études aussi à côté? Est-ce que c'est pas compliqué tout ça à gérer? Alors je dirais que oui. Déjà d'une part, une des premières difficultés, c'est déjà que c'est un exercice qui est imposé par l'équipe pédagogique. On est à la fois très libre et on est à la fois très cadré. Les premières difficultés qu'on a rencontrées, c'est arriver à faire valoir nos choix, à savoir du thème de l'année internationale de l'ONU et le sujet qu'on proposait au reste de l'équipe pédagogique et des partenaires de ce colloque, essentiellement le service du développement durable d'Aix-Marseille Université. Donc on a différents points d'échauffement, si je peux appeler ça comme ça, à la fois nous en interne, c'est-à-dire que dans nos individualités personnelles, on n'est pas toujours d'accord et donc c'est aussi un endroit où chacun va pouvoir exprimer son avis et on va essayer d'arriver à un consensus sur les choix qu'on fait. Mais une fois qu'on fait un entre nous, entre étudiants, on se retrouve confronté à devoir expliquer, justifier nos choix au reste de l'équipe pédagogique et ça n'a pas été une mince affaire parce qu'ils nous demandent, alors je pense aussi dans un but pédagogique, mais parfois c'est difficile de le comprendre et de l'entendre, on a vraiment la sensation qu'ils sont juste pas d'accord avec nous. Et ils nous demandent d'expliciter nos choix, de les justifier et de montrer qu'on est solide sur nos positions. C'est un travail qui est difficile à faire, surtout quand on l'a jamais pratiqué. Et puis quand on est à 12, c'est difficile de le cadrer. Et c'est à la fois très enrichissant, mais c'est très prenant. Et c'était un des premiers points bloquants de l'organisation du colloque. Et après, oui, évidemment, il y en a qui se sont plus investis que d'autres à certains moments. On ne peut pas tous s'y mettre au même moment. Et il y en a qui ont clairement donné de leur temps personnel, mais on y passe tous un peu, quoi. Et en fait, on est maintenant en fin de master dans cette période où on va transitionner vers être quelqu'un de professionnel, être dans la vie professionnelle. On a tous là bientôt nos stages dans différentes structures autour de la médiation scientifique. Et en fait, faire un colloque, c'était aussi se positionner en professionnel, arriver à correspondre avec les chercheurs, les intervenants, avec une posture professionnelle et surtout assumer ses responsabilités, ce qui est effectivement pas évident selon comment on s'investit. Et c'était tout l'enjeu. Vous avez choisi de faire un seul colloque. On entend souvent parler de séries de colloques tournant autour du même sujet. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir plusieurs experts sur une seule édition plutôt que d'étaler ça sur plusieurs éditions, ou tout simplement parce que c'était une question de temps et d'organisation?
Déjà, d'un point de vue de la consigne de départ, on organise ça dans le cadre de notre master. Donc forcément, on part sur un colloque qui se déroule une fois sur notre année, par promotion. Mais il y a certains sujets de colloque des années précédentes qui ont été traités et qui ont été réinvestis. Je pense par exemple à l'année de la pisciculture, si je ne me trompe pas. C'est un sujet qui a été traité dans un colloque, mais chaque... alors, je crois que c'est tous les 2 ans, 3 ans, un certain intermédiaire de temps où ils renouvellent ce format. Alors, c'est pas tout à fait un colloque, ça peut être aussi une conférence, mais tout ça, du coup, est dans une continuité. Alors, c'est pas forcément repris par l'équipe de base des étudiants qui avaient fait le colloque, mais effectivement, nos professeurs, à savoir Rémi Chapaz et Georges Olivari, qui sont très sensibles à ce milieu-là, par exemple, s'activent à entretenir cette continuité en se basant sur le colloque de base et en chaque année faisant un rappel. C'est une continuité en fait du premier colloque qui avait été réalisé. Donc il y a aussi une question de passation peut-être avec les M1 qui sont derrière vous pour leur apporter votre savoir et votre savoir-faire. Exactement, et il faut savoir aussi que nous, M2, on chapeaute l'organisation du colloque, mais on nous demande aussi de faire appel au service des M1. Donc on les inclut dans une moindre mesure, si je peux dire ça comme ça, à l'organisation du colloque. Ils vont être là pour nous porter main forte essentiellement le jour J, que ce soit sur des aspects purement techniques et logistiques, comme des aspects de communication. Donc il y a aussi cette notion de on passe le flambeau et en gros on ouvre un petit peu la voie. Alors est-ce que l'année prochaine ils vont faire un sujet qui peut être dans la continuité du nôtre? À voir. On ne peut pas le savoir pour l'instant. Mais oui, effectivement, on essaye de lier les promotions, quoi. Puis chaque année, chaque promotion de M2 doit faire un colloque et en fait on s'inspire complètement de ce qu'a fait les années précédentes, ne serait-ce qu'en termes de visuel, on essaie de garder une continuité. L'année précédente, ils avaient aussi fait un site, on avait regardé un peu comment c'est structuré. Alors on se l'approprie, on transforme des choses, puis les temps changent aussi en termes de numérique. Cette année, on a la retranscription en direct qu'on n'avait pas les années précédentes, mais de façon générale, il y a quand même une continuité, qu'elle soit directe ou indirecte, on s'inspire de ce qu'ont fait les étudiants avant. Et je pense que c'est aussi comme ça que on arrive à, justement, ce que tu disais tout à l'heure, le colloque 2.0. C'est-à-dire qu'à mon avis, au fil des années, chaque promo ajoute une nouvelle façon d'aborder cette organisation du colloque. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer le colloque, qui est à la base une réunion juste entre experts, en une démarche un petit peu plus rattachée à la médiation scientifique, où on va apporter à chaque fois une petite touche de personnalisation. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à transformer le colloque en un événement un petit peu plus ouvert au public, etc. Est-ce que quand on est en master de médiation, le colloque, c'est pas l'outil ultime pour répondre à une problématique ? Oula. Alors, ça fait débat. Du coup, personnellement, je dirais pas que c'est l'outil ultime, justement pour les limites quand même d'un colloque, même si là il est ouvert vraiment à tous, tout le monde peut s'inscrire dans la limite du nombre de places disponibles. Mais quand on va s'intéresser à ce genre d'événement, c'est qu'on a déjà quand même une petite fibre là pour le coup environnementale. Clairement, je pense pas que quelqu'un qui s'intéresse absolument pas à ce sujet vienne au colloque. Donc pour moi, il y a quand même de fortes limites sur ça, sur l'accès au public. Et pour moi, c'est pas l'outil de médiation ultime pour transmettre des informations sur un sujet. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas d'outil ultime. On nous apprend dans toute notre formation à s'adresser à certaines parts de public et à s'adresser de façon complètement différente. En ce moment, on travaille avec une enseignante sur des questions de journalisme. Et en fait, quand on va écrire un article de science, de médiation scientifique, on va préalablement définir notre public et utiliser une forme qui va être adaptée à ce public, présenter le sujet scientifique d'une certaine manière pour être intéressant pour ce public-là. Alors, on voit surtout ça en termes de génération. Les plus jeunes et les plus âgés ont une façon différente d'aborder de l'information scientifique, mais en fait, plus largement, on a tous des spécificités et s'adresser à un public novice ou à un public plus expert, on va utiliser un panel d'outils différents. Et le colloque, ça
s'adresse effectivement à des personnes qui sont plutôt d'un niveau, on pourrait qualifier d'intermédiaire, quand même un peu sensibilisées aux questions scientifiques. Et je pense que malgré tout, dans le colloque, on aura quelques éléments techniques. On va essayer de nous expliquer au mieux, mais les chercheurs, lorsqu'ils s'expriment sur des thématiques précises, et vous avez entendu dans la première partie le titre des interventions, ils sont obligés d'aller un peu dans le fond, et c'est ça qui est aussi intéressant. Et je crois aussi que les moyens et les outils qu'on utilise, ils sont aussi extrêmement dépendants de nos individualités propres et de notre personnalité. Déjà, rien qu'en discutant entre nous, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense qu'on a suffisamment discuté entre nous pour comprendre qu'on s'est tous retrouvés dans ce master médiation scientifique avec pas du tout les mêmes idées en tête, pas du tout la même vision de ce concept qu'est la médiation, parce que c'est clairement conceptuel, et pas du tout les mêmes objectifs professionnels derrière, et la façon dont on va mettre notre médiation en place. Donc le colloque, effectivement, c'est un outil parmi tant d'autres, et même là, au sein de la promotion, je pense que c'est un format qui correspond plus à certaines personnalités qu'à d'autres, et chacun a aussi sa vision de la médiation et sa vision de comment on fait la médiation. Donc on ne peut pas parler d'outils ultime, mais vraiment d'outils qui correspondent aux médiateurs scientifiques et à la façon dont ils souhaitent créer ce pont entre les sciences et la société. Et les outils, il y en a une liste très très longue, et je suis sûre qu'il y en a encore plein qu'on n'a pas découverts et qui vont naître. Et après, le colloque reste quand même un outil hyper intéressant là, par rapport à cette problématique où on fait appel à des experts, et dans notre vie professionnelle, dans notre apprentissage, où ça nous apprend complètement de A à Z à gérer un événementiel, la partie événementielle de la médiation. On l'a vu de façon théorique dans les matières avant, avec gérer un plan de communication, etc. Et là, vraiment, on le met en action et on se met, nous, au cœur de ce conflit, parce que ça a pu faire émerger des conflits entre nous, et donc en même temps qu'on apprend à résoudre des conflits environnementaux, on apprend aussi à gérer des conflits entre nous, comme tu le disais Manon, nos individualités, et c'est hyper important, à savoir, comme nous disait Gaëlle Leblois, mettre certaines choses sur l'étagère quand on débat entre nous. Et je trouve ça vraiment très enrichissant. C'est vraiment une expérience à faire une fois dans sa vie, même plus quand on veut être médiateur, surtout en médiateur scientifique. Je suis juste très curieux et très taquin. Comment on gère les conflits internes dans une équipe de 12 personnes, avec des identités très propres à chacun ? Avant tout, on échange entre nous régulièrement, on avait très régulièrement des réunions, surtout au début, pour cadrer les choses, pour savoir ce qu'on a envie de tous, et finalement on est tous un peu dans le compromis, mais c'est aussi là qu'est l'intérêt. Et puis il faut dire aussi qu'on est une promo très restreinte, donc on se connaît tous, on finit par connaître les personnalités de l'autre, et il se trouve qu'on est d'une génération Facebook, nous, donc on a des conversations Facebook qui fonctionnent vraiment beaucoup. On a chacun nos petits groupes. On parlait tout à l'heure qu'on avait segmenté le projet en plusieurs parties. Chaque petit groupe a son canal d'échange, et alors là il y a plein de messages qui vont s'échanger. Oui, il y a eu des réunions entre nous, beaucoup, et des réunions avec l'équipe encadrante qui permettaient de valider des points, et on y revenait dans la théorie, on revenait pas dessus, mais oui, c'est un excellent exercice. C'est vraiment le but aussi, vu que ça fait partie de la formation, c'est l'excellent exercice. Et juste pour revenir sur l'aspect d'outils, pour le coup, on parle de conflits, de gestion de conflits environnementaux, mais peu importe. Et le colloque, là, représente vraiment le fait de rassembler dans la même pièce différentes individualités, différentes thématiques, différentes expertises, et discuter autour de ça. Donc, pour le coup, par rapport à notre sujet, j'avoue que le colloque... faire un article scientifique ou un article journalistique plutôt dessus, ça aurait un peu moins d'impact que là. Là, ça représente sur le fond et la forme le conflit et la gestion de conflits environnementaux. Et pour faire le lien entre ce que Pauline vient de dire et la question que tu as posée à Antoine, ce que je trouve assez fou, c'est qu'en fait, ce qui a donné la couleur à notre colloque, c'est clairement notre promotion et la façon dont on se gère depuis le début de l'année entre nous. Et en fait, oui...
on a passé beaucoup de temps à discuter entre nous, à essayer de tous se comprendre les uns les autres, à s'entendre, à chacun donner ses arguments, à apprendre à s'écouter, etc. Et le fait qu'on fasse aussi un colloque qui parle de conflits environnementaux, je pense que c'est aussi lié au lien qu'on a tissé entre nous et la façon dont notre promo se gère. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on arrive du coup à faire le saut de un à l'autre entre organiser le colloque en général et après nous s'organiser entre nous. Donc le colloque, c'est avant tout une aventure humaine, quoi. Ah bah là, Vraiment, carrément, ouais. Oui. Oui, puis de façon générale, les sciences, c'est une aventure humaine. On le verra peut-être pendant le colloque, mais il y a des chances pour que les différents intervenants qui ont chacun leur prisme et leur discipline particulière aient des points de désaccord, certainement beaucoup de points d'accord aussi, et ça va être intéressant de voir quelles sont leurs spécificités, quels sont les angles par lesquels ils vont prendre la question du conflit environnemental. Et en fait, ce qu'on a beaucoup appris, parce qu'on a eu beaucoup de sociologie dans notre master, c'est que la science, elle se construit surtout à partir d'expériences humaines. C'est des gens qui font la science chaque jour. Et l'interaction entre les sciences et la société, elles sont toujours très importantes. Je vous propose qu'on termine sur ces superbes paroles très poétiques et pleines d'entrain de cette super équipe. On le rappelle, présent dans le studio avec moi aujourd'hui, Mila, Ulysse, Manon et Pauline, qui nous parlaient du colloque déterminé, toujours des jeux de mots dans ce médiateur, dans ce master en médiation scientifique. Qui on pourra le retrouver. Ulysse, tu vas nous donner toutes les informations dès maintenant. Oui, alors on a une chaîne YouTube qui s'intitule Étudiants Médiation, où il y aura le live le 9 décembre à partir de 9h30 environ. Ensuite, on a le site internet des étudiants du master, c'est étudiant-médiation-scientifique.com. Et enfin le site du colloque, colloque.étudiant-médiation-scientifique.com. Et le lieu physique? Alors ça sera à la faculté Saint-Charles, dans l'amphi Massiani, et je vous invite à aller auparavant vous inscrire si vous êtes intéressé. Il y a aussi l'événement sur Facebook déterminé, et aussi on peut s'inscrire via le site que j'ai cité, donc colloque.étudiant-médiation-scientifique.com. Merci à vous tous, c'était une émission spéciale étudiante sur les ondes du 88.8. Merci. Merci. Merci.